Donc je donne la parole peut-être à Stella Medori. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire les questions de langue proprement, et ensuite nous parlerons plutôt des textes, si vous êtes d'accord. Avec deux, c'est bon? Non, basta. Bonjour. Donc, Françoise m'a sollicité pour parler de la question linguistique dans les textes qui nous ont été soumis. Je dois reconnaître mon ignorance dans la question des madrigaux. Hein, c'est par pur plaisir que je m'intéresse à la question. J'ai toutefois mené quelques investigations très brèves parce que vraiment, il aurait fallu que je fasse un travail bibliographique beaucoup plus long et le temps qui m'était imparti ne me l'a pas permis. Donc, Françoise m'a posé quelques questions, notamment sur l'origine du madrigal, du mot madrigal, sur le concetto, et quelques observations sur les enregistrements. Donc, je vais vous faire part de mes remarques. Bon, je crois qu'il a été dit hier, d'après ce que j'ai entendu ce matin, que vous avez évoqué, je crois, la définition du mot madrigale en Italie. Donc, je rappelle simplement deux principales acceptions, la poésie et la polyphonie. En ce qui concerne la poésie, je crois que vous l'aviez dit, c'est quelque chose qui est de nature populaire, donc qui renvoie au terzetti, plutôt de la tradition corse, si je peux me permettre ce raccourci. Concernant le mot madrigal, alors je voudrais vous faire part de deux étymologies qui sont discutées de façon très succincte. Donc la première hypothèse serait que madrigal viendrait de materiale, et une seconde hypothèse serait que ça vient du latin, donc de l'adjectif latin matricalis, qui appartiene à la matrice, dans le sens de quelque chose d'élémentaire et de primitif, de naïf. Honnêtement, en travaillant sur le matériau linguistique, ces étymologies posent quelques problèmes. Ce que je peux simplement dire, c'est que il y a des formes qui sembleraient, à mon sens, aller dans le sens de matricalis, notamment les attestations en Toscane dès le XIVe siècle, dans les poésies del Trecento, poésie musicale del Trecento, mais aussi dans la région de Naples, un peu plus tardivement cependant. Françoise m'avait posé la question parce que la forme madriali que l'on trouve à la même époque, donc au XIVe siècle, dans le nord de l'Italie, semble continuer, je dirais, de façon naturelle, probablement matricalis également, sachant que ça pose quand même des problèmes au niveau de la reconstruction étymologique. Alors Françoise m'avait posé la question, est-ce que madrial ne pourrait pas venir de mandriale? Alors ce croisement avec mandrial me semble être quelque chose qui relève d'une explication qui serait plutôt tardive. On la retrouve chez le Tasso, et je pense qu'elle est de nature, c'est une explication que l'on trouve chez le Tasso, qui doit faire référence à la nature de certaines de ces madrigaux qui ont des thèmes plutôt pastoraux. Donc, à mon avis, c'est une reconstruction tardive. Donc, moi, je penche pour l'hypothèse matricalis. Je réponds à ta question. Tardive par rapport aux premières acceptions, aux premières attestations du mot. Tu en as parlé. Bon, donc je passe. Donc sur le terme concetto, tu m'as également interrogé. Donc le terme concetto, il apparaît également chez le Tasso. C'est la première attestation que j'ai trouvée. Peut-être il y en a des précédentes, mais en tout cas, je n'y ai pas eu accès. Dans le signifié, en tout cas, qui réfère à la poésie. Il y a des attestations plus anciennes, mais elles sont plus intellectuelles, je dirais. Au niveau des corpus que vous nous avez transmis, donc pour ceux qui n'ont pas participé aux travaux préparatoires, donc on nous a transmis un certain nombre de textes. Voilà les observations que je peux faire. Dans les textes que nous a transmis Antoine, il y a dans les chants, ce sont des corpus chantés. Il y a des corpus corses, oui, tout à fait. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle Puce, qui a été rangé dans la catégorie toscan. Donc, c'est un chant qui est polyphonique. Là-dessus, François s'exprimera beaucoup mieux que moi. Simplement, ça n'est pas en toscan du tout, c'est en corse. Il y a des marqueurs lexicaux qui sont assez significatifs. D'ailleurs, le mot Puce lui-même, le mot crocho, par exemple, qui renvoie à la Corse ou à l'Italie du Sud. Donc, celui-ci est complètement corse. Con dolorosi carmi, ne fût-ce que le titre, renvoie à une poésie savante. Donc je pense que rien que le mot carmi est un marqueur lexical fort, donc d'une poésie de nature savante.
concernant le Concetto di Lusina, pardon, donc, qui est un chant monodique. Celui-ci est en corse, à mon avis, il renvoie au lamento, tout ce que François pourra nous confirmer. Alors ensuite, nous avons eu Et pourquoi il Giorno, qui correspond dans... J'ai jeté un coup d'œil à Canton Austral, n'ayant pas à disposition une grande documentation. Donc, dans Canton Austral, c'est étiqueté Barbara Fortuna. Là également, il y a quelques marqueurs lexicaux intéressants, comme Il di Funesto, qui pour moi, donc c'est un texte qui est en toscan, qui renvoie pour moi également à la poésie savante. Dans le Carissimo Gugino, qui est donc des terzetti du più anno turchino, là également nous avons un texte qui est chanté en polyphonie, mais qui est toscan, teinté de corse celui-ci. Alors ce qui est assez surprenant dans ces chants, c'est que des fois on a un toscan qui est plus pur, et des fois on a quand même une interprétation d'un toscan qui est plus corcisé, par exemple dans des phénomènes phonétiques ou des phénomènes morphologiques. Sur Ecobel, là aussi, donc j'ai un texte toscan également, de registre soutenu, donc également, à mon avis, un texte qui est d'origine savante, parce que par exemple, on a des formes comme Alma et Desi, qui font référence à des textes toscans de registre littéraire haut. Sur la Madrigale et Orezinka au féminin, j'avoue être restée un peu sur ma faim parce que le texte était très troublé par le chant polyphonique. Donc je n'ai pas pu percevoir la totalité du texte. Cependant, j'ai pu le définir comme toscan. Sur le Padre, également donc une polyphonie, qui est du toscan, mais du toscan dialectal, que je qualifierais de pisan, d'après les quelques marqueurs que j'ai pu trouver dans le texte. On a également donc le Era mon campo, qui est une polyphonie très connue, et également ici nous avons un texte que je définirais comme toscan, donc avec des formes que l'on peut trouver toutefois dans le Cap Corse, au niveau de la morphologie verbale, comme senteva, sembleva. Toutefois, il y a des choses qui sont marquées également donc comme toscane, comme le ogello, et la diva, diva appartient au registre savant également. Il y a des formes qui sont corses, donc c'est un texte qui est mixte en termes linguistiques, c'est-à-dire qu'on a des choses qu'on peut assigner au toscan, et il y a des choses qu'on peut assigner au corse, comme cacciador et comme ageli. Et il y a également un marqueur linguistique qui m'a semblé intéressant, c'est le mot scopio, qu'on retrouve en corse sous la forme stiopu. Toutefois, dans les petites recherches lexicographiques que j'ai menées, Scopio semble référer à la langue du XVIe, même bien qu'il ait pu apparaître précédemment. Donc c'est ce qui m'a semblé intéressant. Voilà. Donc là, il y a une interprétation monodique de Era mon campo dans le corpus qu'on a eu à disposition. Simo Bertù di Dorlan, donc c'est un chant qui est en langue corse, qui est monodique. Je ne sais pas, moi ça me semble assez récent. Je pense que ça fait référence à l'armée coloniale, enfin aux Corses en Algérie, donc c'est assez récent. Il y avait d'autres choses que j'avais voulu dire à ce sujet. Ah oui, sur le Concetto di Lusina, je pense qu'il est récent, puisqu'on a un marqueur très évident, c'est le mot camio. Même le mot vétérinario. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller le rechercher dans la poésie italienne du XVIe siècle, mais bien dans une création corse relativement récente. Donc, le mot concetto est intéressant, mais par rapport aux questions que tu te posais, donc il est probablement entré en Corse comme le mot madrigal et donc le mot madrigal est en Corse, apparemment il vient d'Italie septentrionale, comme il s'est imposé en Toscane et en Italie, je pense à partir du XVIe, il faut que je vérifie mes notes, ça c'est certain. Par contre sur le mot concetto, qui vient aussi probablement d'Italie, du répertoire savant, puisque donc, comme je le disais, on trouvait chez le Tasso, apparemment ici il fait référence à une espèce de lamento, donc lamento en monodie. Alors ça fait référence donc plutôt à un art poétique, à mon avis. La question du genre, moi je ne l'ai pas trouvé marquée en tant que genre, mais ça c'est plutôt François qui peut répondre que moi. Oui, je lui passe la parole. Oui, bonjour. Donc, Concetto, c'est la seule pièce, à ma connaissance, qui porte ce nom, dans tout le répertoire que j'ai eu l'occasion d'entendre. Et vous pouvez me croire, j'en ai entendu quelques-unes des pièces. Par contre, au niveau de la structure, qu'elle soit aussi bien poétique que musicale, on est dans un genre qui s'appelle le lamento, et ici dans le lamento scherzoso.
parce qu'il y a pas, il y a, j'ai amené un texte, on aura peut-être une pièce, on a peut-être l'occasion d'entendre cet après-midi ou tout à l'heure, qui s'appelle Ogan e Leone, qui est tout à fait du même ordre. C'est sur la même structure musicale. C'est une strophe de, on va dire, allez, pour employer un terme, une formulation un peu ancienne, un 6 octosyllabes, où la mélodie se répète sur les deux premiers vers, et ensuite, deux fois, donc on a la même chose sur les deux premiers vers. Ensuite, il y a une mélodie qui prend le troisième et le quatrième et qui se répète sur le cinquième et le sixième. En fait, il y a deux phrases musicales, deux courtes et deux longues, et on retrouve exactement la même chose sur là. Au niveau de la structure musicale, on est tout à fait dans la même. Et il y a des dizaines d'exemples de lamenti, qui soient scherzosi ou pour d'autres occasions, qui fonctionnent de la même manière. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas. Pas du tout. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, d'après ce que j'ai entendu hier, c'est possible que apparemment le madrigal peut utiliser toutes les formes poétiques. Tout. Mais en Corse, apparemment, de tout ce qui, pour moi, rentre dans ce cadre-là, est soit en endécasyllabe, soit en dodécasyllabe, voire plus, en 13 ou 14 syllabes souvent. Mais en 8, il n'y a rien du tout. Ouais, je passe le micro. Je vous ai fait part de mes notes de façon un peu confuse, mais je crois que si vous avez perçu mes observations, j'ai l'impression que ce qui relève de ce qui pourrait être défini comme le madrigal, et qui donc à la fois serait polyphonique et pouvant se définir d'une certaine poésie savante, donc tout est par rapport à la question de la langue en toscan, même si c'est un toscan qui parfois est matiné de Corse. Donc à mon avis, il y a une origine qui est vraiment, on peut dire, florentine ou toscane de ce genre en Corse. Et savante, hein, parce qu'il y a des marqueurs lexicaux qui sont indiscutables. Bien sûr, oui. Peut-être on va rentrer un peu plus maintenant sur la question précisément, puisque tu as bien posé le problème. Si ces textes sont savants, qu'en est-il de la simplicité de style qui caractérise en principe le madrigal dans toute la tradition italienne? Et est-ce que, donc là peut-être François, je vais redonner la parole à François. Si on admet que le madrigal corse a une origine savante et toscane, comment est-ce que ça s'accorde avec la définition la plus canonique et la plus durable du madrigal en Italie, qui est la simplicité du style et de la langue? Est-ce que les poèmes sont écrits dans une langue simple, dans un style simple? Je pense qu'à l'époque où les madrigaux sont arrivés en Corse et où ils ont été intégrés, comme on le fait généralement dans toutes les cultures, d'une pièce qui vient de l'extérieur et qui correspond à peu près ou qui n'est pas trop loin du système qui est utilisé par les gens sur place, où il n'y a pas trop de difficultés à reconnaître le style, on l'intègre facilement. À cette époque-là, je pense qu'entre le corse et le toscan, il n'y a aucune différence. Hein. Je veux dire, en Corse, bien sûr. Tout le monde, tous ceux qui sont plus ou moins lettrés parlent corse normalement et écrivent en toscan. Oui, donc ça pose aucun problème. Là, au niveau de l'intégration, là, non, je parle pas de l'intégration, je parle de la façon dont ça se manifeste. La façon dont ça se manifeste, c'est que probablement ces pièces-là ont été revues un petit peu, et je dirais revues et corrigées entre guillemets, ou en tout cas passées à l'autocensure populaire, et les harmonies ou les rencontres, ce qu'on disait hier hein, avec Breno, toutes les rencontres comme ça polyphoniques se sont adaptées au système corse, et on est dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui, dans ce qu'on appelle aujourd'hui depuis quelques années, dans le canton Payet, là, il n'y a pas de souci, on est dans la même structure harmonique, entre guillemets, quoi. Hein, ça fonctionne de la même manière, c'est la même position des voix, le même principe, c'est la voix qui porte le texte qui démarre, mais sans plus, parce qu'une fois que les autres voix sont rentrées, elle n'a pas plus d'importance que les autres. On rentre dans. Il y a juste l'incipit qui est lancé pour avoir une hauteur précise, pour que les autres puissent placer leur voix en étant à peu près juste dessus. Je dis bien à peu près, parce que d'après ce qu'on a entendu, c'est pas toujours très juste. Hein. Mais c'est pas non plus l'intérêt finalement. Hein. Je veux dire, c'est pas une recherche harmonique où les notes doivent sonner dans un accord parfait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, c'est les trois voix chantent chacun leur partie.
Et il y a des moments où elles se rencontrent, et quand elles se rencontrent, en général, il vaut mieux qu'elles soient justes. Mais bon, c'est pas toujours le cas, mais bon. Hétérophonie, voilà. On est plus dans l'hétérophonie homorythmique. Encore qu'il faut le dire là aussi avec faut prendre les pincettes, parce qu'il y a toujours cette notion d'écho un peu particulière au chant traditionnel où il n'y a pas de chef de chœur, et où toutes les voix chantent en se calant sur la voix principale. Et généralement, il y a toujours un léger décalage. C'est microsecondes, hein, c'est tout petit, mais il y a toujours le décalage de la voix qui va attraper la syllabe un peu décalée. Donc, c'est ce qu'on appelle le secondaire. Voilà, c'est ça, voilà. Tout à fait. Donc, on est dans une technique qui fait qu'on est dans de l'homorythmie, mais pas... comment tu as dit tout à l'heure que non, mais dans le rythme... Oui, c'est le même principe. Là aussi, on est dans le rubato. Il n'y a pas de mesure, c'est la voix principale dans le sens où elle porte le texte. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Non, je voulais juste préciser, rebondir sur ce qu'a dit François sur la question de la langue. Moi, je m'en tiendrai à ça. C'est vraiment, dans le reste, sono ignorante. Donc, sur la question du corse et du toscan, au XVIe siècle, c'est une question qui est particulièrement intéressante puisque c'est le moment, donc, la culture humaniste arrive en Corse. Hein, incontestablement, on le voit au niveau du patrimoine onomastique, par exemple, hein, où on a plein de prénoms qui font référence à l'Antiquité, etc. Donc, il n'y a pas de frontières. De toute façon, la Corse... le toscan est une langue de Corse au moins depuis le XIIIe siècle, c'est certain, puisque les Corses sont les premiers à écrire en toscan dans des textes juridiques. On a très peu de textes, mais en tout cas, c'est attesté. Donc, il n'y a pas, ce sont de variétés linguistiques très proches. Et qui plus est, je souscris complètement à ce que dit François, c'est que non seulement les lettrés corses ont accès au toscan, mais en plus, il n'est pas surprenant qu'ils aient accès à une certaine culture qui irradie depuis la Toscane incontestablement, mais ils participent à ce mouvement. Évidemment, on n'a pas ici des grands auteurs comme on a pu en avoir en Italie, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de rupture ni au niveau de la langue, ni au niveau de... Il y a continuité, comme l'a bien dit monsieur Boccadoro ce matin, tout à l'heure, donc, entre les registres savants et populaires. Hein, il y a continuité. Toutefois, donc, cette poésie est quand même marquée pour moi comme savante, bien qu'elle ait pu être complètement intégrée pour des raisons de contexte culturel, comme quelque chose qui est rentré dans la culture corse totalement. Oui, pour illustrer et peut-être rebondir aussi sur les propos de Francesco, dans cette manière de porter le chant et de cette organisation vocale, je peux peut-être proposer d'écouter un extrait de Padre, qui est un enregistrement récent et qui peut peut-être effectivement ouvrir aussi sur la manière de porter le texte par rapport à des enregistrements historiques. Je crois qu'on écoutera cet après-midi, et de voir aussi cette continuité dans la pratique des chanteurs entre des enregistrements qui ont été faits dans les années 60 et maintenant des enregistrements contemporains, et pour montrer aussi qu'il y a une continuité dans la manière d'exécuter le chant. Je crois que c'est le numéro 14. Ecco,
Oui, c'est le padre collecté donc là en mars 2009, toujours à Tali ou Isulach, et donc dont Stella Medori a dit qu'il était en toscan dialectal et avec des origines pisanes. Les interprètes sont donc en seconde Thomas Cipriani, en terce Marco Campana et en basse Dédé Olivi. Ils ont été donc collectés donc à la maison en fait, cet extrait figure dans l'anthologie des chants traditionnels français qui a été publiée par la maison d'édition sonore Frémaux, qui a consacré donc en 2009, c'est sorti en septembre 2009, une anthologie sur tout l'ensemble des chants traditionnels. C'est une collection de 10 CD et il y a le CD numéro 8 qui est consacré à la Corse. Donc le texte, vous excuserez ma prononciation. Padres contrae l'amiga indisuleta e cosa li dicesti o figlio mio, padre li dissi un face più la ritrosetta, padre la prese per la mano stretta e poi la voleva a conducere a quel desio. Facendo questo e la mio diletta, padre, io son venuta a confessarmi, ditemi se voi siete maritada o figlia. Padre, veduva so senza famiglia, assoltavemi voi, padre pietoso, che Dio mi solvera, se a me portate a parlare con la brava mi son accorso. Il y avait des choses un peu différentes dans l'enregistrement qu'on a eu à traiter. La langue était un peu différente. Il y avait des variantes. L'autre était beaucoup plus marqué comme pisane. Ouais. Dans le lexique, et y compris dans la forme, morphologie, etc. Lorsqu'on travaille comme ça sur des fonds de tradition orale, comme ça sur les enregistrements, des fois on a 7-8 versions différentes, parce que il y a le texte d'origine, et après il y a tout ce qui est transmis, qui est déformé. Souvent les gens qui chantent ou qui apprennent à entendre des mots qu'ils ne connaissent pas, ils le remplacent par un qui ressemble à peu près à ce qui est bon. Donc il y a toutes ces transformations qui se font, et après on arrive à des versions. C'est sûr que plus on va avancer dans le temps, et plus le texte sera corcisé. Je pense qu'il y a des raisons aussi prosodiques, c'est que des fois, pour coller on va dire à la ligne mélodique, à un moment donné, on va transformer pour être vraiment dans le rythme. Oui, il y a aussi des raisons musicales, forcément. Oui. Ça, on le perçoit. Non, il y a une idée qui m'est passée par la tête. Je ne connais rien au madrigal corse, mais je regarde ça de l'extérieur. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a donc il aurait débarqué sur l'île au XVIe siècle, c'est ça? D'après les marqueurs lexicaux, je le pense. Mais vous avez des traces de tout ça? Vous avez des traces écrites? La tradition chantée, je crois que pour l'instant, il n'est pas impossible qu'on trouve un texte un jour, mais... Parce que ce qui m'étonne, ce qui m'a intéressé, c'est vous appelez une voix terzo. Mais il ne chante pas des tierces. Il chante des quintes et des quartes. Non, c'est la voix haute. Et ça vient d'où? Ça vient du triplum médiéval. C'est le triplum. C'est avant, c'est plus vieux. Tout à fait. Alors c'est nous qui avons inventé le madrigal. Mais les termes, ils ne correspondent pas qu'au madrigal, ils correspondent à tous les chants polyphoniques. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde pourquoi c'est plus vieux, parce que la tierce est arrivée dans le madrigal au XVe siècle. En Occident, en France, en Italie, etc., la polyphonie médiévale est comme la vôtre. C'est les consonances parfaites. Et alors la terza, il n'y a pas de tierce, mais ça veut dire que ce terzo renvoie à la troisième voix, et non pas à la tierce. Et non pas à l'intervalle, mais à la position de la voix, bien sûr. Parce qu'en Corse, les voix s'appellent basso, seconde et terce, et il y a une région de Corse où on dit prima, seconde et terce. La basse, celle du milieu, et là, voilà. C'est la façon médiévale de consonance. Tout à fait, prima, seconde et terce. Voilà.
Oui, peut-être 2 mots sur le texte. Moi, je ne suis pas musicologue, je ne suis pas vraiment linguiste non plus. Et je crois que j'adhère totalement, bien entendu, à cette continuité entre le toscan et le corse. Je crois qu'il n'y a qu'un seul texte, en fait, et qui est réalisé selon les circonstances de la langue, puisqu'on ne peut pas dissocier, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, après petit à petit, le toscan du corse ou l'italien du corse ensuite. Mais en même temps, sur la simplicité du style et sur les textes eux-mêmes. Même s'ils sont réalisés de façon libre, soit plus il y a un curseur entre le toscan et le corse, soit le texte est réalisé plus vers le corse, soit il est réalisé plus vers le toscan, selon sans doute les classes sociales. En tout cas, c'est pas tant, c'était là au XIXe siècle. Je prends l'exemple de Picone. Picone, c'est un instituteur du XIXe siècle qui est lettré en toscan, donc qui n'est pas un instituteur de la Troisième République, e qui compose un lamento Juan Camedo. Il lamento di Giovan Cammello. Et là, on voit très nettement que le lettré corse réalise un texte en toscan et qu'ensuite, il va être réalisé pendant des décennies sur un curseur comme ça. Del mio palazzo coperto a verde fronde va devenir dal mio palazzo, dal mio palazzo coperto a verde fronde. Et tout ça va varier jusqu'à être chanté et à être intégré totalement dans l'oralité et transcrit petit à petit. Moi, j'ai retrouvé les étapes des textes aussi, dont les derniers sur Internet. Il va finir par être transcrit pratiquement totalement en corse. Donc, au niveau de la création, il y a bien une langue savante, il y a bien une origine savante, et je serais incapable de le contester de toute façon. Mais en même temps, du point de vue sociolinguistique, il doit y avoir nécessairement une créativité qui peut invoquer aussi la simplicité du style et des textes qui sont totalement ancrés dans le terroir, textes d'amour, textes paysans, etc. Ecco Bella, et Ramon Camp, ou Padre, tout ça entre parfaitement dans cette idée-là. Et bien entendu, le texte, et ça c'est un des... Voilà, je termine là-dessus. C'est une des valeurs de l'oralité, c'est que le texte n'est pas monolingue, de toute façon. Dans la musique traditionnelle et la langue corse. J'ai presque envie de dire que la langue corse n'est pas une langue monolingue, mais ça paraît aussi de l'ordre de l'évidence. Voilà, je voulais apporter cette précision. Pour répondre à Alain sur les corpus, moi j'ai eu un peu cette frustration de ne pas pouvoir travailler justement sur plusieurs versions en dehors de quelques enregistrements, mais on n'a pas pu travailler sur plusieurs versions pour pouvoir confirmer cette idée-là. Concernant les textes que j'ai pu consulter dans Canton Austral, je me suis rendu compte que dans les transcriptions des enregistrements, il y avait des corsisations. Par exemple, dans E pur giunto quel giorno, qui est nommé comme ça dans le corpus qu'on a eu à étudier, moi je suis désolée, j'entends Ecco il giorno è di funesto, et on parle de E pur giunto quel giorno, et pas quel giorno. Il y a un moment donné, il y a une corcisation qui est aussi poussée. C'est-à-dire que, bon, il y a d'une part la tradition qui fait qu'à un moment donné, on va interpréter... quand on va interpréter, par exemple, il y a des phénomènes phoniques, hein, quand on entend un phonème phonétique, hein, quand on écoute ces enregistrements, des fois il y a par exemple des sonorisations de consonnes, etc., qui reflètent le corse, mais la texture est quand même profondément toscane sur ces textes. Bon, en même temps, il y a des questions aussi qui se posent. Par exemple, bon, comme tu le sais bien, le toscan assumait le registre véhiculaire. Quand on étudie les textes du corse depuis le XIIIe jusqu'au XIXe siècle, voire plus loin, hein, si on a une tradition continue, dans la mesure où une tradition continue, le toscan de Corse est très souvent dialectal. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire, le contact des langues aussi, il est perceptible dans la tradition écrite de la Corse, en toscan. Qui plus est,
Donc c'est un toscan matinée de Corse, un italien matinée de Corse, hein, parce qu'à partir d'un certain moment donné, on peut parler d'italien dialectal. En outre, il y a des questions aussi qu'on s'est posées avec Françoise, enfin avec les gens avec qui on a travaillé quelques heures avant cette journée. Par exemple, lorsqu'on retrouve des textes écrits en toscan par des Corses qui n'ont pas été chantés, est-ce qu'à un moment donné, simplement, le toscan était la langue qui permettait de transcrire le corse, ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu des textes écrits en toscan en corse, interprétés en toscan? C'est une question sur laquelle on ne peut pas répondre. Il n'est pas dit que les madrigaux qui sont marqués comme d'un répertoire savant au niveau de la langue, hein, provenant de Toscane, qui sait si quelque part ils n'ont pas été écrits au moins partiellement en corse. On ne peut pas répondre, simplement parce que les Corses avaient accès à cette tradition savante et avaient accès à ce registre de langue, en tout cas les plus cultivés d'entre eux. Juste un mot, parce qu'il ne faut pas en faire un débat linguistique et sociolinguistique non plus, parce que ce n'est pas le thème. Mais en même temps, moi, je crois que moi, ça me gêne toujours un petit peu, hein, l'italien matinée de Corse ou le corse matinée d'italien. Pour moi, il n'y a qu'un texte et il est plurilingue. Et la tradition orale fonctionne comme ça. Je ne vais pas introduire de hiérarchie entre ce qui est à l'origine et ensuite matiné. Ça, moi, sociolinguistiquement, ça ne me convient pas du tout. Après, ça peut se discuter. En même temps, là où tu as raison, c'est que le curseur, selon qu'il est mis vers plus de corcisation du texte ou moins de corcisation du texte, il est sur des lignes ou des points qui sont idéologiques à un moment donné. Tu as raison. Sauf que... Ah non, moi je ne fais pas d'idéologie, moi j'observe des corpus. Mais si, on peut. Non, Pas du tout. Non, du tout. Moi j'observe des corpus, il y a des contacts de langue, il y a des phénomènes qui apparaissent. Quand tu dis « pour Giuntuluiorno » et qu'il y a plus de Corse que de Toscan, ah non, moi et qu'à je suis l'origine désolée. c'est Toscan... Moi j'ai entendu un enregistrement où j'ai entendu « Ecco il giorno il di funesto ». Et quand on me soumet ce corpus, il y a écrit « E pour giunto quel giorno ». Moi, à aucun moment donné dans le texte, je n'ai entendu une prononciation corse de la phrase. J'ai entendu une prononciation, mais alors vraiment toscane. E quel giorno il di funesto che abbandonai i piaceri e i miei tormenti. Oui, mais il y a bon, quand même... Les deux variétés sont très proches, incontestablement, mais la prononciation, la morphologie est strictement toscane. C'est pas grave. C'est la réalité, elle est perceptible par des locuteurs, je veux dire. C'est pas de l'idéologie. Moi, je me suis basée sur des corpus que j'ai étudiés avec le plus d'objectivité possible. Et quand j'étudie des textes, quand je parle d'italien dialectal, c'est parce que j'ai étudié, à la suite d'autres collègues, d'ailleurs des collègues italiens qui sont quand même des gens très, très costauds, c'est un italien qui se base sur un italien canonique, etc. Enfin, si tant est que l'italien puisse être canonique, comme peut l'être une langue comme le français. Et on trouve dedans des éléments corses, des éléments de morphologie, des éléments lexicaux, mais on ne peut pas, à un moment donné, dire que c'est une posture idéologique, ce sont des faits qui sont observables. C'est pas ce que je dis, mais c'est pas dans le sens que tu l'entends. C'est qu'il peut y avoir à un moment donné la tentation de corsiser de plus en plus ces textes-là. Et cette tentation-là, du point de vue sociolinguistique, elle est d'ordre idéologique. De la même façon, quand on toscanise et qu'on retoscanise, il peut y avoir aussi cette tentation de mettre le curseur plus vers l'italien ou plus vers le corse. Et à ce moment-là, il y a de l'idéologie, comme elle est dans la langue. C'est tout. Je veux dire, après, du point de vue de la linguistique, il y a des analyses qui sont de l'ordre de la linguistique et qui ne se discutent pas non plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bon, la clarification me convient. Merci. Il me semble que vous n'êtes pas en contradiction en réalité, parce que vous parlez d'un processus sur le long terme et encore en cours, et vous, forcément, vous analysez un arrêt sur image, si je puis dire, sur une version. Voilà. Mais ça ne me semble pas du tout contradictoire en réalité. Voilà. Le seul problème que ça pose par rapport au processus, c'est que justement, tous ces arrêts sur image, si je puis dire, que constituent les enregistrements, ils finissent par agir comme des textes, comme des partitions d'une certaine manière. Et on peut avoir après la tentation de dire le plus ancien fixé et transcrit finit par être la version la plus pure, si tant est qu'il y en ait une, alors qu'en réalité il ne peut pas y en avoir une, puisque c'est ce processus de transformation qui est central dans ce phénomène. C'est pour ça qu'il me semble, et Stella l'a évoqué, qu'il me semblerait intéressant pour l'avenir de pouvoir effectivement élargir peut-être le corpus et travailler sur la variabilité et d'avoir effectivement
plusieurs points de repère. Ça me semblerait intéressant sur ces madrigaux. Moi, j'aimerais faire un parallèle avec la tradition paraliturgique corse, qui est de tradition toscane. Sur la question sociolinguistique, là, par contre, on va pouvoir discuter avec Alain. Donc, on a un répertoire, pour ceux qui l'ignorent, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, paraliturgique important en Corse, qui est donc en toscan, en langue toscane. Notamment par exemple dans les chants de procession de la Semaine Sainte. Je pense à ça en particulier parce que chez moi c'est quelque chose qui est très évident. On a aujourd'hui, et là je vais rejoindre un peu, je vais peut-être interroger les anthropologues et les sociolinguistes sur ces questions-là, on a aujourd'hui un renouveau des confréries en Corse et on se rend compte que dans les recréations de confréries, on ne va pas vers un répertoire latin traditionnel pour, je dirais, tout ce qui est plus canonique, ni du paraliturgique en toscan, mais on a tendance à recréer du corse à partir du français, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, par exemple, j'ai assisté à l'office de la Saint-Martin à Patrimonio, donc l'office de la vigile, qui est en théorie chez moi, donc dans tout ce qui est office, office des ténèbres, office de type monastique, donc c'est la tradition latine. Et là, on a quelque chose qui est en Corse. Donc, d'ailleurs, il y a des textes que j'ai eu du mal à identifier, y compris le Pater Noster était traduit en Corse. Donc, il y a une espèce de construction nouvelle d'une identité qui se fait vers le Corse, mais en rupture totale avec une tradition qui est une tradition religieuse pluriséculaire, qui est donc en latin et en toscan. Donc ça pose quand même des problèmes en termes de qu'est-ce que c'est que la tradition et sur quoi elle s'enracine et comment on la construit. Parce que là, c'est de la création qui est pratiquement ex nihilo par rapport au passé culturel de la Corse. Non, effectivement, pour te rejoindre, c'est vrai qu'en plus, sur ce répertoire paraliturgique des confréries, il y a vraiment des morceaux de très grand intérêt, en particulier sur les laudes qui ont été conservés dans les confréries de Vescovat et de Venzolasque, et qui, effectivement, continuent à être chantés qu'à une seule occasion, au moment de la Settimana Santa. Voilà. Par contre, après, sur la réflexion, je dirais, du processus, je dirais que ça fait partie inhérente d'un processus culturel, toujours dans une société, par ce vecteur sur la musique, en tout cas ce regard projeté sur la musique, de procéder et par emprunt et par influence, c'est tout en fait la construction d'un objet culturel. Donc là, on est effectivement plus sur, je dirais, un aspect plus anthropologique et qui traite plus en fait des rapports, je dirais, de l'homme et de son environnement, de la société donc environnante, et d'un objet qui est là un objet vocal, un objet musical. De ce point de vue, justement, quel est le statut propre du madrigal d'un point de vue sociologique? Est-ce qu'il a un statut particulier? Alors ça, oui, ça c'est une question, enfin, pour moi, fortement intéressante, parce que le madrigal, de ce que j'ai pu ressentir de mes enquêtes de terrain, comme tout praticien, je dirais, polyphoniste, est très attaché en fait à une idée de son héritage et de son passé. Donc effectivement, en particulier sur Talio Isulac, le madrigal est donc un référentiel commun important. La question, elle est aussi un peu en creux par rapport aux interventions d'hier. Qu'est-ce qui fait que maintenant on se pose la question du madrigal en Corse, et ce séminaire en est aussi la manifestation. Cet intérêt renouvelé ou recréé par rapport au madrigal, voilà, peut-il être je dirais, un vecteur de préoccupations qui ne sont pas des préoccupations liées au texte, mais qui sont des préoccupations plutôt sociétales.
effectivement, qui lie le patrimoine, la création, la recréation en tant que processus, et qui se focaliserait sur un vecteur expressif qui serait le madrigal. Ça me semble être une question très intéressante. Si ce n'est pas lié au texte, c'est lié à quoi? L'expression, justement. Puisque est-ce qu'il ne faut pas revenir précisément à ce qu'était le statut du madrigal à la Renaissance, où on disait que le texte était l'âme de la musique. Là, on a l'air de considérer qu'on oublie le texte finalement. Est-ce que le texte, ça signifie une thématique, une langue, un style? Et là, est-ce que vous avez des réponses? Enfin, je ne sais pas si je peux répondre directement à la question, mais j'étais en train de me poser la question de savoir si, dans la période du Riacuiste, ou à partir des années 70, donc en Corse, où on retrouve le madrigal et où il est dans un ensemble traditionnel qui est réhabilité, revalorisé et emblématisé. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, il pouvait être un petit peu plus recorcisé dans le propos de tout à l'heure. Et en même temps, dans la période qui a suivi, dans cette grande émulation de cette réappropriation, on trouve très peu ou pas de création dans ces formes traditionnelles-là. Alors, Tony ou François pourront me contredire, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se réapproprie, on chante, on met sur scène, et en même temps, quand on crée, on va un petit peu tous azimuts, du folk song, de chansons de variété, qui emblématiquement reprend un caractère polyphonique, mais sur les formes, ça n'est pas très évident. Et en même temps, sur la réhabilitation du texte, je me suis demandé en même temps si pendant cette période, le texte avait beaucoup d'importance. Dans un premier temps, j'ai pensé que non. Et puis finalement, quand même, puisque le Riacuiste est quand même très ambigu là-dessus. Il favorise le texte. J'avais pris note. Attendez. Il y a une tentation de la distinction, Il y a une tentation de la distinction entre le poème et la chanson, parce qu'on veut valoriser certaines formes, parce qu'il y a un certain nombre d'érudits qui interviennent ici et qui disent qu'il doit y avoir transgression. L'autunario, le vers en 8 pieds, ça suffit, il faut passer à Oersucholto, etc., etc. Parce que l'autunario, c'était la norme. C'est un des projets du Riacuiste. On va dans un premier temps vers la dissociation du chant et du poème pour valoriser la littérature moderne. Et en même temps, les poètes ne trouvent écho et valorisation qu'à travers le chant, puisque les Thiers, les Fousines, les Rocchi, les Franchi passent par ce biais, et les poètes deviennent paroliers. Donc du coup, et comme c'est la tradition dans le Hers ou en Corse, c'est à la fois l'air et le texte, on n'en sort pas non plus, et c'est sans doute une bonne chose, puisque les poètes sont nécessairement paroliers, et la plupart en font la preuve. Pour moi, le moment où ça devient une évidence, c'est quand finalement Patrizia Catagica arrive à mettre en musique Jacques Thiers, puisque Jacques Thiers entre dans cette tradition moderne du Versucholto et qui fait des poèmes très courts, sans rythme. Et Catagica finit par faire un disque entier en reprenant ces textes-là et en faisant des chansons qui finalement ressemblent à des madrigaux dans l'esprit, où le poète finalement est respecté dans sa fonction de texte. Elle fait donc des chansons dites à texte, mais elle reprend l'esprit du madrigal dans la mesure où elle arrive à donner un verso finalement à ceux qui, dans le projet du Riacuiste, n'étaient pas prévus pour en avoir. Donc, au bout du compte, ces formes-là traditionnelles du madrigal, elles sont trop peu exploitées aujourd'hui dans leur esprit. Mais au bout du compte aussi, dans ce processus-là, il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà, c'est le témoignage que je voulais apporter là-dessus. Si je comprends bien, puisqu'on a commencé à parler du vers, peut-être que c'est quelque chose sur quoi il faut s'arrêter aussi du point de vue de la signification du mot et de ses origines. Et que peut-être que les origines du madrigal sont peut-être liées
très proche aussi des origines du verso. Donc si je comprends bien, le verso, ici, c'est un mot que vous utilisez pour dire la mise en musique du poème, c'est-à-dire l'interprétation. Alors, expliquez ce que ça veut dire. Verso, c'est ici encore, c'est un mot qui a beaucoup de sens en même temps. C'est un mot un peu compliqué, dans la mesure où le verso, c'est à la fois la mélodie, la partie principale, c'est aussi la façon dont on va orchestrer les voix, c'est en même temps l'allure poétique du texte, le maître, c'est en même temps la façon de chanter, c'est en même temps quelque chose qui représente un village, une piève, une famille. Oui. C'est une signature vocale. C'est la consubstantialité du texte et de Ah, donc, ouais, si. Merci. C'est une table ronde, je peux intervenir. Elle est une exèdre, enfin bref. Non, non, mais ça m'intéresse, l'histoire du versus, parce que j'ai entendu prononcer ce mot. Je réfléchissais en vous écoutant parler. Ça peut renvoyer au versus, le texte, vertere, la strophe qui revient sur elle-même, mais je ne crois pas. Je crois que Josquin des Prés dit « Il grille le buon cantore e fa lungo verso ». Il ne s'agit pas de ça. Je crois que le terme est très ancien, parce que là, à la Renaissance, ça désigne le texte et la structure strophique du texte. Dans ce que vous dites, le mot versus renvoie à la composition du texte et de la musique. D'accord ? Alors, il y a une récurrence dans la lexicologie traditionnelle technique dans mon domaine. Il y en a une seule qui va dans ce sens-là, c'est le versus médiéval des troubadours. Guillaume d'Oft d'Aquitaine, qui est le premier troubadour, dit « Compagnon farai un vers de driednien ». Il entend par là la composition des sons et des mots. C'est-à-dire qu'il compose la musique et le son, le texte. Bon. Et l'étymologie de versus est connue par les médiévistes. C'est un trope. Le versus, en latin, c'est le trope de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. C'est la première façon qu'on a utilisée pour définir les tropes, c'est-à-dire les interpolations du plus de plein chant, dans lesquelles on compose le texte et le son. C'est-à-dire que les troubadours sont des faiseurs de tropes, en réalité. Et, voilà. Et je pense que ce terme est très ancien, mais tout ce que j'entends ici renvoie au Moyen-Âge, ne renvoie pas à la Renaissance. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce qu'a dit Alain sur le riaquiste, où je m'éloigne du versus, qui pourtant m'intéresse énormément. Dans les enregistrements qu'on a eu à écouter, et ça c'est plus une observation que je fais, on note quand même par rapport à des esthétiques contemporaines qui sont plus, je dirais, pardonnez-moi la trivialité commerciale, un travail esthétique depuis le riaquiste qui est énorme. Quand on entend les vieux enregistrements, notamment les premiers disques de Canta ou les corpus qu'on a eu à étudier, esthétiquement, il y a quand même un monde qui s'est creusé. Enfin là, François est plus habilité que moi à en parler. Et voilà. Bon, sur le verse, où il y aurait beaucoup à dire, on en reparlera. Oui, ben, en plus, encore, cette pia en Antrouers, c'est prendre une autre route aussi. Et là aussi, on est encore dans l'étymologie la plus archaïque. Oui, et puis Il y a une acception musicale, technique. Oui, tout à fait. Ben, il y a le verso courant. Mais comme je l'ai dit hier, le madrigal, l'origine du madrigal remonte à l'association initiale de la musique et de la poésie. Et la tradition du madrigal en Italie a toujours été liée et reconnue à la Renaissance comme étant liée aux origines de cette union de la musique et de la poésie, c'est-à-dire à la nécessité aussi que la poésie, pour être efficace, et c'est exactement ce que tu décris, continue à être l'âme de la musique. Et donc, il semblerait qu'il y ait ici encore quelque chose qui est la trace de ce qui est certainement très ancien, qui peut-être est revenu à travers, en passant au XVIe siècle par la Toscane, mais qui venait déjà d'ailleurs, parce qu'il a déjà été introduit en Toscane, peut-être par les Provençaux, c'est une des hypothèses sur l'origine du madrigal qui est formulée, ou alors de Sicile, ou des deux, parce que ça communiquait. Ce qui est sûr, c'est que tout communique, et que non seulement la relation entre musique et poésie est consubstantielle, et ce que le verso dit, d'après ce que je comprends et qui me paraît très important, mais aussi il faut considérer que non seulement la langue corse est plurielle, mais que toutes les langues et que toutes les traditions sont faites par définition et par nature, sont des mélanges.
Donc c'est là qu'il faut creuser. Et c'est là que le madrigal me paraît être un objet vraiment d'étude particulièrement intéressant, parce qu'il est précisément, il semble être le lieu de condensation de toutes ces questions, à la fois. De même que dans la pratique, qui semble être celle qui est ici celle des chanteurs en Corse, le madrigal reste à la fois un objet particulièrement traditionnel, c'est-à-dire que c'est par fidélité à une tradition qu'on continue à le chanter pour préserver, conserver quelque chose, mais qu'en même temps, ça reste un lieu d'expérimentation et de variation permanente. Donc ça, il y a là quelque chose, mais est-ce que c'est, justement la question que je me pose, c'est est-ce que le madrigal a un statut particulier par rapport aux autres padielles sur ce plan? Sur Taille, en tout cas, de mes observations, effectivement, quand les chanteurs sont engagés dans une action vocale par rapport à un madrigal, ils savent bien qu'ils chantent, je dirais, autre chose qu'une padielle. Et ce qui m'a étonnée, on parle là peut-être d'esthétique. Il y a une manière en Corse de dire, je crois qu'ils sont très attachés aussi à la manière de réussir un chant. Et ils disent, ils sont contents d'eux quand cette intrication mélodie et texte est particulièrement bien faite. Et sur le Wers au détail, c'est vrai qu'il y a une recherche d'un accord harmonique qu'on tient assez longtemps. Et il dit, ah là, le chant a bien sonné, et sonabe. Et donc, ça veut dire, et on a bien porté le chant. Donc, il y a cette recherche esthétique qui me semble relativement manifeste. Mais là, on est tout à fait dans une des définitions du mot berceau. Parce que c'est le berceau, c'est le berceau de Taïsola, même les padiers. Il n'y a pas beaucoup d'ornements dans les voix. Par contre, l'accord qui marque les cadences, enfin les rencontres entre les voix sur les accents importants de la phrase poétique, sont tenus très longtemps. Mais ça, voilà, donc ça c'est un des aspects du verso. On dit, quand on entend chanter, on dit, il n'y a pas de doute, au verso di Dario. On le sait. En même temps, c'est une question. Hein. Je me demande si, du point de vue bon, quand on entend une padielle en Corse, in che verso la abbia? Ma pia o verso di Dorezza o verso di bon, je me demande si on peut se dire la même chose pour un madrigal. Ben, oui, on va se le reposer cet après-midi, mais on ne peut pas vraiment pas se la poser, parce qu'apparemment, il n'y en a pas 50. Hein. Il y en a quelques-uns du côté de Taglio, il y en a peut-être un reconnu en Balagne, et peut-être un à San Damiano. Donc, San Damiano. Donc on ne se pose pas la question. Quand on chante sauf si on fait la violette, si on chante un madrigal, on prend le berceau de taille. Oui, je peux parler de la padielle parce que, parce que voilà, Bren est intéressé par le mot. Donc déjà, la padielle, c'est le terme qu'on utilise pour couvrir d'un point de vue générique toutes les formes chantées en polyphonie. Donc on dit canto in padiella, le chant sous forme de padielle. Hein. Alors au niveau de l'étymologie, il y a eu pendant très longtemps, on a pensé que c'était, et c'est sûrement vrai, que padiella, ça vient de padio, qui veut dire père, bon, ça vient de part latin, donc bon, et que donc c'était forcément un couple de quelque chose, donc de voix, de machin, enfin bon. Voilà, 3 fois 2 vers, 3 fois. On a commencé d'abord par une explication musicologique, que la musique aurait été à 2 voix et que subitement une troisième serait venue se poser pour faire bon, ce serait une padielle. Donc en fait un couple à 3 voix. Bon. Et puis après on a changé d'avis, on est passé du point de vue plutôt poétique, et donc on a pensé que la padielle, c'était les 2 vers qui se reliaient, c'est 2 fois 8, on en parlait tout à l'heure, hein, 2 fois. Des octonaires, hein, 2 fois 8, donc, pour faire le couple de vers. Et puis, bon, ça n'a pas convaincu tout le monde, parce qu'il y a toujours des discussions. Et puis, Germaine Deserbi a écrit aussi il y a quelques années que, probablement, en se basant sur le bouquin de Sorel Colucci, où il y avait un passage où elle cite le verso justement d'Asque, où il y a une reprise sur
sur la dernière phrase qui est répétée 2 fois en polyphonie. La première, elle est chantée par un seul chanteur, et c'est repris en polyphonie. Donc c'est basé sur ça, en disant que ça pouvait être ça, la notion de padier, la reprise des 2 derniers vers en polyphonie. Bon. Et puis bon, du compte, ça c'est bien joli tout ça, mais ça, c'est pas satisfaisant. Moi, j'ai avancé une idée, peut-être que l'étymologie, ce serait peut-être pas par, mais pagus. Pagus, qui en latin veut dire village, etc. Et puis, par une espèce d'évolution du terme comme ça, qui a donné paganus, qui a donné donc le villageois, et puis ensuite le païen, donc, qui a donné aussi pagella, qui est à la fois le terrain cadré, enfin les limité, et en même temps la page est blanche. Et puis par la suite, qui représente aussi le terrain planté de vignes, donc avec qui après par transformation linguistique devient, par amusement, on sait que le G se transforme souvent en Dieu en Corse, donc, puisque Gallu va donner Dial, ou Galine va donner Dialine, Giallu va donner, etc. Donc, donc j'ai avancé l'idée que ça pourrait peut-être venir de là, et que ça donne pagella devienne padiella. Donc représente en fait le chant du terroir, le chant du voilà. C'était. Tony Casalong demande la parole. Je lui passe. On lui donne volontiers. Merci, mais c'est pour raconter une anecdote. En 1975, donc ça remonte déjà loin, en 1975, au même endroit et au même moment, étaient réunis ceux dont on peut dire aujourd'hui, ils ont malheureusement disparu, qu'ils étaient parmi les piliers ou parmi les racines sur lesquelles tout le réacquis, tout s'est greffé dans le domaine du chant. John Santo Moretti et Giulio Bernardini. Ils étaient au même endroit et ils avaient chanté, les Ruzzini qui avaient chanté des Padielli et des Terzetti, évidemment, les Taglini qui étaient à l'époque Giulio Bernardini, Pippo de Mari, et un des jeunes frères, très jeunes frères Bernardini qui faisait la terce, avaient chanté des Padielli, évidemment, et des Madrigali. Et moi qui étais assez ignorant de ces choses-là, j'aimais ça avec passion, mais je ne savais rien de ces choses-là. Après les avoir entendus annoncer una Padiella, un terzetto, un madrigale, je m'approche d'eux et je leur dis, parce que je n'entendais pas les différences. J'écoutais ça du point de vue de la musique et je ne voyais pas les différences, et je leur ai demandé, mais vous pouvez spiegare la différence che c'è tra una Padiella, un madrigale et un terzetto? Et je me rappelle très bien que c'est Bernardini qui m'a répondu, oh Tony, è semplice, a Padiella e a Padiella. Au terzetto, et vous imaginez la suite, et au madrigale, et au madrigale. Alors, j'ai fait semblant de comprendre, mais du coup, ça m'a amené à chercher. Et effectivement, une des hypothèses que François rappelle à propos de la Padiella, parce qu'à propos du terzetto, c'est extrêmement simple, il n'y a qu'à regarder la forme poétique. Une strophe de 3 vers en décasyllabique, c'est le terzetto dantesque. Là, pas de problème. Reste le madrigale et la Padiella. Et alors, pour avoir entendu à différentes occasions, et pas toujours au même endroit, et dans des endroits parfois pas très honorables, des milliers de Padielli, je me suis aperçu que assez souvent, la Padiella venait, c'est-à-dire les 3 strophes de la Padiella, étaient empruntées plus exactement à des textes beaucoup plus longs. Oui, certainement. Et en particulier, le Ti mi rispondi, que les poètes eux-mêmes appellent terzini. Alors, ci fais un terzino, 3 vers de 16 pieds, avec soit 3 rimes à la fin des 16 pieds, soit 2 rimes
AA e une interne BB, mais elle et chiamano i terzini, ils ne disent pas autre chose. Donc, je sais que pour certains, ce qui est beau, c'est quand ils sont intrecciati et c'est les rimes couplées, alors AB, 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 etc. Bon, mais restons sur le terzino. Donc le terzino n'est pas le terzetti. Mais la padiella peut être tout simplement un vers du terzino coupé en deux. Et ça fait, parce que dans padio, si c'est la paire, padiella c'est le diminutif. C'est donc la moitié d'un vers. Donc moi, je reste sur cette étymologie-là, sur ce sens-là, exactement. Alors quant au madrigali, je dois dire que moi, je n'en connais que 3. Ils sont tous les 3 de Taglio. Et c'est extrêmement récent et merveilleux que maintenant, dans toute la Corse, on chante les madrigali. Mais vraiment, Ecobella, e Ramuncampo, et Padre, c'est Taglio, punto finale. Et à ce propos-là, là aussi, le même jour, au même endroit, j'étais un peu surpris, parce que je percevais que quand même la langue de certains des chants, la langue des terzetti et la langue des madrigals, contengono veramente corso. Et je dis à mes 2 interlocuteurs, je dis, ma quantunque se mica canti corsi, sono canti italiani, me fiant la langue. Il me dit, italiani, non, sono corsi. Et ça, c'est John Sant qui me répond. Et il dit, ma la lingua è quantunque italiana. E John Sant me répond, no, non è mica italiano, è lingua crusca. Alors là, pour moi, deuxième mystère, parce que je ne sais pas ce que ça voulait dire. Là aussi, j'ai fait semblant de comprendre. Et il m'a fallu de longues années pour qu'un jour, c'est Pauline Salambien, professeur d'italien, qui m'a dit, ma tenez, l'Accademia della Crusca, etc., etc. Enfin, la suite, vous la connaissez. Pour répondre à ce que tu viens de dire au niveau de la découpe du vers, il y a quand même un aspect musical important parce qu'il n'y a pas de demi-vers. La phrase musicale, elle est conçue sur 16 syllabes. Il n'y a pas d'hémistiche. C'est pas 2 demi-vers, c'est un vers. Même la padiella, ce sont des terzini. Si je peux apporter un petit élément qui vient encore des théoriciens de la Renaissance, je l'ai dit hier, les historiens du madrigal de la Renaissance, qui cherchent à comprendre le lien entre la simplicité initiale du madrigal et son caractère ingénieux et sa nature ingénieuse, que je retrouve moi dans ces textes. Ces textes sont à la fois simples et ingénieux. C'est un mélange d'ingéniosité et de simplicité qui correspond exactement à la définition qui est donnée par Massini, le théoricien dont j'ai parlé hier. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'à l'origine, le madrigal italien donc, était soit écrit en terzetti, soit écrit en copie. Est-ce que la copie ne peut pas être l'équivalent de la padiella? Et à ce moment-là, ça renverrait à l'origine du madrigal médiéval. Hein. C'est le madrigal médiéval. Oui, c'est le distique. Un référent sur 2 vers, du padiolo qui lui réfère à 2 voix. Donc le concept s'applique différemment de padio. Si c'est padio, hein, il y a après aussi je le discute pas. padiolo. Les linguistes sont plus au fait que moi pour identifier les étymologies. Mais en musique traditionnelle corse, on distingue bien ce qui relève de la padiella et qui s'appliquerait au conditionnel à 2 vers qui, en général, agissent, sont en 3 stroufettes et de 2 vers comme ça, et qui sont en général des extraits. Il y a une sorte de filtre d'anthologie que l'on chante de textes beaucoup plus longs. C'est très net. Hein. Et le padiolo, par contre, se distingue de la polyphonie en 3 voix, puisque le padiolo, c'est 2 voix à ce moment-là. Et il n'y en a pas beaucoup dans la tradition corse. Moi, j'en connais qu'un, mais il peut y en avoir plus. Moi, j'en connais 2, mais je ne suis pas convaincu par le mot padiolo. Hein. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que je ne l'ai pas... Letteramama di un padiolo. Si canta un padiolo. Qual è che dice? A tradizione. Je ne suis pas convaincu par le mot.
Bon, ça c'est... Oui. Je crois. Oui, je crois qu'il y a Philippe Salor qui voulait intervenir aussi dans la salle. Et juste, je voulais faire une précision par rapport aux préoccupations contemporaines par rapport au madrigal. C'est vrai que cette question de pourquoi on peut se saisir à nouveau de ce vecteur expressif qu'est le madrigal, ça c'est une question qui reste ouverte actuellement. Et puis, moi, la question que je me suis posée sur mes enquêtes de terrain à Taal, c'est pourquoi on retrouvait qu'à Taal 3 madrigaux et un à San Damian. Mais c'est vrai que ça peut s'expliquer parce qu'il y a une proximité géographique en vue. Mais alors, bien sûr, là, j'aurais aimé si certaines personnes pouvaient me donner certains éclairages qui soient pas, qui soient des éclairages linguistiques, etc. Mais c'est vrai que ça a apparemment très peu diffusé en Corse. On a un enregistrement historique à Casamaccio qui a été fait dans les années 40. Donc, on reste quand même beaucoup sur une façade maritime, je dirais littorale, face à l'Italie. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres traces de madrigaux qui ont été retrouvées en Corse. Et je laisse la parole à Philippe. Le madrigal balanin n'est pas reconnu comme tel par ceux qui le chantent. À Violette, non, on l'a baptisé madrigal, mais eux, le Perel et Oncanto, en plus, c'est un chant vraiment italien. C'est vrai. Oui. Le madrigal italien donc, renvoie à des formes poétiques et musicales, comme nous l'avons vu donc, hier et aujourd'hui. Mais il y a un troisième point qui était soulevé par Joël Heuillon et qui me paraît assez intéressant, c'est les thématiques en fait abordées dans le madrigal. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'établir pour le madrigal corse un genre en fonction justement des thèmes abordés? On parlait notamment du thème amoureux. Est-ce qu'il n'y a pas une récurrence, quelque chose qu'on peut aussi, une certaine unicité qu'on peut définir par les thèmes abordés par ces chants? Oui, apparemment, là, les trois, voire même la Violette, qui n'est pas reconnue comme telle par ceux qui le chantent en Balagne. Hein. Bon, c'est intercette alors, parce que c'est intercette. De toute façon, si ce n'est pas un madrigal, c'est intercette. Ce sont à chaque fois des thèmes sur l'amour. Hein. Et à chaque fois, c'est le départ en guerre, ou alors c'est la chasse, c'est là, je vais à la chasse et je trouve une charmante dame qui dort au milieu des fleurs. Bon, il y a toujours l'allégorie comme ça, hein, donc on est tout à fait dans les thèmes des madrigaux du XIVe. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi la catch ou la chasse en français. On est dans le même registre. Hein. Pour la chasse, vous faites allusion à Era in un campo, c'est ça? Oui, mais c'est une chasse amoureuse en même temps. C'est une chasse amoureuse. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est une chasse amoureuse. Oui. Parce que moi, j'ai eu trois textes avec plus de fichiers musicaux, mais trois textes. Et il y a une chose qui est classée Terzetti Rusinchi, Dove si, dove stai, qui pour moi est une lettre amoureuse avant que Monteverdi ne la conçoive, qui est assez extraordinaire. Oui, donc au niveau thématique, je suis d'accord, sauf que dans le déroulement de Era in un campo ou Dove si ou Ecobella, il y a dans le texte une forme téléologique, pour le coup, qui se voit un peu mise à mal par la mise en musique. Voilà, puisque du coup on rend strophique une chose qui n'est pas pensée, même si c'est regroupé en un certain nombre de vers, il y a un récit qui a une continuité et qui, contrairement à ce qui se serait passé dans une version madrigalistique musicale en Italie, où on aurait eu une musique originale qui accompagne le déroulement du texte dans sa spécificité, et donc avec une figure et des figures adaptées à la nouvelle proposition textuelle. Là, finalement, ça ne sera pas le cas, mais bon, c'est le débat de cet après-midi, si j'ai bien compris. Donc, voilà. Pour ce qui est de la thématique, c'est précisément les théoriciens du madrigal dont j'ai parlé hier, de la Renaissance, insistent beaucoup sur la liberté des thèmes du madrigal. Statistiquement, quantitativement, il est certain que dans la transmission qui en a été faite, le madrigal est essentiellement amoureux.
Mais il existe au XVIe siècle des recueils de madrigaux poétiques, de textes uniquement, donc sans partition, sans référence à la musique, mais qui probablement étaient édités, publiés aussi pour servir de matière première aux musiciens, qui sont des anthologies rassemblant des textes d'auteurs différents et classés thématiquement. Il y en a un qui s'appelle le Gareggiamento Poetico, dont j'ai parlé hier, qui date de 1611, qui est classé précisément par thème pour montrer que le madrigal admet tous les sujets. Et donc, mais parmi les thèmes les plus souvent traités, il y a donc dans la rhétorique amoureuse elle-même le départ, qui est le plus fréquent, la séparation, la lontananza. Il y a le lamento. La rhétorique amoureuse est essentiellement, dans la tradition poétique, une plainte. Sinon, il n'y a rien à dire. Mais il existe aussi le contraire, c'est-à-dire l'amour partagé, qui, dans la rhétorique amoureuse poétique, est très rare, mais que, par exemple, Monteverdi utilise dans ses recueils de madrigaux. Dans le 6e livre de madrigaux de Monteverdi, par exemple, le dernier met en scène, c'est un dialogue entre l'amant et l'amante, qui s'appelle d'ailleurs Eurio et Philène, c'est-à-dire Philène au masculin, alors que Philène se trouve ici dans les terzetti di Philène sont aussi un madrigal, et donc et les noms sont signifiants. Dans le livre 6 de Monteverdi, le dernier madrigal est donc ce dialogue entre Philène et Eurio, qui sont des amants qui, pour une fois exceptionnellement, s'accordent. Et c'est un poème de Marino, qui est le poète baroque par excellence, celui qui précisément a été identifié par tous ceux qui ont voulu se débarrasser du baroque au XVIIe siècle, et notamment en France, comme un auteur qui se caractérise par les excès de madrigalisme de sa poétique. Donc le statut du madrigal dans la pratique poétique italienne, c'est précisément d'admettre tous les sujets. Et moi, je suis frappée justement par le fait que, contrairement à ce que vient de dire Tony Casalong, vous connaissez 3 madrigaux. Les interprètes eux-mêmes, ici, ont tendance à limiter la catégorie du madrigal pour la différencier justement de la padiella. La padiella, c'est la padiella, le madrigal, c'est le madrigal. Mais qu'est-ce que c'est que le madrigal? Et quelle est la différence entre le madrigal et le terzetto? Si on admet que les terzetti di Philène, dove sei un ti scorda di me ben che lontano, c'est un madrigal type. Mais c'est quand même un madrigal, c'est le type même du madrigal. C'est un prototype de madrigal. Non ti scorda di me ben che lontano, c'est vraiment. Et en plus, Philène était le nom que Marino lui-même, Jean-Baptiste Marino, se donnait, poète napolitain qui est mort en 1623, se donnait à lui-même dans ses poèmes. Donc il y a là quelque chose en tant que chanteur de madrigal et en tant que chanteur populaire. Parce que quand Marino se représente dans sa poésie, et notamment dans un grand poème mythologique qui s'appelle La Donne, il se représente lui-même déguisé en berger, mais un berger qui est un marinier, en jouant sur son nom, qui est un pêcheur, et qui est au bord réuni, exilé dans l'île de la poésie, et il est au bord d'un lac, et il pêche des anguilles, et il chante des chansons grotesques. Donc tout ça, c'est vraiment le paysage du madrigal, il est absolument marqué par la diversité et par l'ouverture la plus grande. C'est un problème. Et c'est un problème justement qui me paraît intéressant à remuer pour mieux comprendre le statut du madrigal ici en Corse. En tant que conservatoire de quelque chose qui dépasse de loin l'opposition entre ancien et moderne, tradition savante et populaire. C'est vrai que d'un point de vue de la structure poétique, il n'y a pas de grande différence entre le terzetto et le madrigal. Hein. La plupart des madrigaux ici sont des terzets. Pas forcément décasyllabiques, hein. C'est souvent 12 ou 13, mais bon, on est quand même sur le terzet. Et à mon avis, Eramono Campo est un distique, sous forme de voilà. Donc on retrouve les... Mais dans le madrigal du Trecento italien, qu'il ne faut pas confondre avec celui du XVIe siècle, hein, et qui est, à mon avis, la source de vos madrigaux. Vous écoutant parler de la terminologie, tout ça caccia, c'est le Trecento italien, terzetto, dans le Trecento italien, c'est une pièce de madrigal. C'est ce que tu dis. Il madrigal, il a des terzetti, dei distici,
au XIVe siècle, chez Landini, Jacopo de Bologna et tous ces gens-là. Moi, je pense que votre truc est médiéval. Au départ, il y a un substrat médiéval, pas trop sous, dans lequel se greffent des irruptions qui viennent du XVIe et tout ce que tu veux par la suite. Et ce qui me frappe en vous écoutant parler, c'est le côté conservateur. Un terzetto, c'est cette taxonomie, n'est-ce pas, Et oui. qui renvoie à quoi? C'est comme certains bistrots où on te vend du Beaujolais, du Bordeaux, et le tonneau est toujours le même. Il y a cette volonté de cloisonner une matière qui est en réalité est homogène et universelle. À quoi ça tient? Moi, j'ai l'impression que c'est votre musique à vous, c'est votre identité. Je veux dire, on ne veut pas de variation là-dedans. C'est un terzetto, una padella, enfin, comme vous l'appelez. Una padella. Ça veut dire que ça a été. Ça ne veut rien dire si ce n'est, c'est ça, et ne cherche pas à comprendre. Et ne ça veut dire, franchit en fait, pas la que- limite qui pourrait brouiller l'identité de cette musique. C'est notre musique. Et Oui, on non, mais veut elle est pas. plurielle, Bren. Ouais. Je ne Mais connais crois rien à que votre musique, mais si, j'aime bien vous entendre parler. Ce mot d'esprit, un terzetto, madrigal et au madrigal. Et ça veut dire que ça a été transmis comme ça, sous ce nom. Mais ça veut dire que ça a été transmis sous des noms différents. Que la même chose a été transmise sous des noms différents. Et moi, je voudrais faire une autre proposition. Je crois que l'extrait de Dante, du Purgatorio de Dante, qui a été enregistré par Jean-Paul Poletti en 99, et qui a été transmis par les bergers de Goigne. Si les bergers de Goigne ont prélevé dans la Divina Commedia il s'agit en réalité de 4 terzetti, pour en faire una padiella, je crois qu'ils en ont fait un madrigal. Parce que précisément, ils ont obéi à cette pratique du madrigal qui était, et là encore ça se confirme dans ce que vous avez dit, qui est ce sont des morceaux de texte. On peut très bien, le madrigal, comme ça admet toutes les formes, tous les thèmes, tous les maîtres, c'est la forme qui autorise aussi de prélever, comme l'a fait Monteverdi avec l'épopée du Tasse, avec le Combattimento, de prélever dans le texte de Dante une séquence qui correspond thématiquement, puisqu'il s'agit d'un chant de transhumance. Les bergers de Goigne en ont fait un chant de transhumance parce que Dante dit, voilà, quand on est en montagne et qu'on sort du brouillard et qu'on voit le soleil, voilà l'expérience que lecteur, moi, je suis en train de faire quand je monte au purgatoire. Et les bergers ont reconnu dans ce type d'expérience-là quelque chose qui est de l'ordre de l'imitation de la nature, comme tu disais, et qui est en même temps l'imitation des anciens. Chanter Dante en padiella, en madrigal, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition qui est corse, profondément. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui doit être connu et analysé. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Tony tout à l'heure. Je vais un peu dévier par rapport à ce que tu as dit. Simplement, comme je le disais avec le professeur Boccadoro, on sait que la Corse, elle a conservé des choses, des registres savants italiens. Hein, donc, tu dis la Divina Commedia, aussi il Tasso, hein, beaucoup de choses qui ont été conservées dans la tradition, qui ont été Berger complètement connaissait par intégrées et transmises et intégrées dans la tradition corse. Sur la crusca, puisque visiblement il y avait une question à ce sujet, donc en Corse il y a une expression qui dit parlam crusca, qui dit un toscano di garbuccia. C'est une façon amusante de se moquer des personnes. La crusca, ça fait vraiment référence à l'Accademia della Crusca, qui a fait il vocabolario della Crusca, qui est la construction de la langue italienne qui se fait à Florence. Et donc c'est vraiment une référence quand même à, encore une fois, un répertoire académique savant. Mais bien que Crusca est une acception plus ample, mais ça fait vraiment référence à la Toscane et à l'Accademia della Crusca. Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore? Sinon, nous allons déjeuner tous, bien sûr. Là, il y a un petit spuntino qui nous attend dans le couloir. Et nous reprenons à 2h. Alors, il faut reprendre à 2h. Il faut que nous ayons fini cet après-midi. Il faut qu'on soit au musée à 5h, c'est ça? À 17h, il faut qu'on soit au musée. Donc, il faut qu'on ait fini un peu avant pour avoir le temps d'aller au musée visiter l'exposition. Donc, il faut que nous reprenions à 2h. Oui, quelqu'un veut intervenir? En Corse, est-ce que, par exemple, les émigrés, les conquérants, les marins, il y a eu de grands échanges entre la Corse et, disons, la Toscane, quels sont ceux qui ont le plus œuvré pour l'introduction
selon vous, qui êtes au courant, qui ont plus œuvré pour l'introduction du madrigal en Corse? À qui peut-on? Bon, étant donné que la culture italienne a été très introduite, on sait combien les bergers, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, partaient avec sous le bras la Jérusalem et Liberata, etc., etc. Bon, certains ont-ils plus de mérite que d'autres d'avoir introduit le madrigal en Corse? Moi, je vais juste vous livrer une opinion personnelle. C'est que ce n'est pas forcément des gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est parfois des Corses qui partent et qui reviennent. Voilà. Non, pas forcément des immigrés, mais des Corses qui partent, qui s'instruisent et qui reviennent avec des modèles. Et puis, de toute façon, les échanges étaient constants. Tout à fait. Je veux dire, on s'instruisait jusqu'à un certain niveau en Corse, et puis après, on partait en Italie. Donc, et puis, il y avait de toute façon des gens de pouvoir, les gens qui avaient des fonctions importantes en Corse, qui avaient des contacts constants avec l'Italie et la culture italienne. Donc, il n'y a pas vraiment... Enfin, je ne pense pas qu'on puisse réduire ça. En tout cas, il ne faudrait pas le réduire à une image d'un conquérant qui arrive, qui impose une culture. Je pense qu'on est très loin de cette... Oui, même dans les répertoires religieux. Moi, je pense que c'est une question de contact constant entre les deux terres, hein, de toute façon, qui sont évidents. Et ce n'est pas forcément des Toscans qui arrivent. Je pense à un article de René Emanueli justement sur les prénoms au XVIe siècle. Ce n'est pas forcément des cavaliers qui ont servi auprès des Médicis ou des gens comme ça qui sont revenus ici plein d'instructions. C'est peut-être simplement des Corses qui sont partis, qui ont entendu des choses et puis qui les ont transmises. En Toscane, au XIVe siècle, les compositeurs de madrigaux, comme les vôtres, sont tous des curés, clérici. Jacopo da Bologna, Francesco Landini et compagnie, Donato da Cascia, etc. C'est peut-être des circuits ecclésiastiques. Qui le sait? Peut-être aussi des notaires, des gens comme ça qui vont se former à la Lecce.